Présidentielle, Ousmane Tanor Dieng devient le président de cette institution, une nomination qui réjouit ses camarades du Parti socialiste. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, leur leader mérite amplement cette nomination vu l'expérience de l'homme dans l'histoire de la politique sénégalaise. Voici Aminata Mbengue Ndiaye au micro de notre reporter. Je voudrais remercier et féliciter le président de la République, son Excellence Macky Sall, d'avoir porté son choix sur Ousmane Tanor Dieng. Je ne reviens pas sur les valeurs dont Serigne Mbaye a parlé et qui sont incarnées par le camarade Ousmane Tanor Dieng. Je pense que du point de vue de l'administration, Ousmane Tanor Dieng fait partie des plus grands commis de notre administration. Le parcours également qu'il a eu à faire à côté de Léopold Sédar Senghor, à côté de Abdou Diouf, le comportement digne qu'il a eu pendant les 12 ans que nous avons passé dans l'opposition, avec tous les affres que nous a fait vivre le président Abdoulaye Wade, je pense que personne ne peut dire aujourd'hui que Tanor ne mérite pas ce poste pour avoir participé à la consécration du président Macky Sall au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vous le disais donc dans les titres, nous avons avec nous ce soir comme invité le docteur Aliou Sow, donc le président du mouvement des Patriotes pour le développement. Bonsoir docteur Sow. Bonsoir madame Sarr. Alors vous aussi vous êtes membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Comment appréciez-vous cette nomination justement de Ousmane Tanor Dieng à la tête de cette institution? Je m'en réjouis et permettez-moi d'abord de lui exprimer mes vives félicitations et mes vœux de réussite dans cette noble mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Le président Tanor Dieng est connu comme étant un homme qui incarne une grande expérience, mais également une pondération et une modération réelle dans le management des hommes et des services de l'État. Je pense que faire recours à un homme aussi d'une stature, qui a une stature nationale de cette envergure, mais surtout internationale, peut participer également au rayonnement de l'institution, mais également à sa crédibilité. Je suis comme persuadé que son sens de la diplomatie, son expertise diplomatique permettra également à mieux manager l'institution, mais également à promouvoir son ouverture vers le reste du monde. Et surtout également, sans oublier que parmi les missions de l'institution, ça figure en bonne place notre devoir de rapprocher les positions de l'État et des collectivités locales qui sont le démembrement, ce qui veut dire que jouer aussi le rôle de prévention et de gestion des conflits si conflit devait y avoir entre les collectivités locales et l'État central. Donc autant de qualités qu'incarne l'homme peuvent également être au bon service de cette institution-là. D'accord, docteur Aliou Sow, donc il est l'invité de ce 20h et nous le retrouverons tout à l'heure. Avant la fin de cette édition, le Parti socialiste officialise donc sa participation aux élections législatives de 2017 sous la bannière Benno Bokk Yakaar. La base a répondu favorablement aux questions qui lui ont été posées par le secrétariat exécutif. Les responsables socialistes ont également profité de cette rencontre pour exprimer leur soutien aux camarades Barthélémy Diaz sur l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Toutefois, ils émettent des réserves quant à la requête de Barthélémy qui souhaite la levée de son immunité parlementaire. Je vous propose donc de suivre ce compte-rendu d'Ababacar Sadir Top. C'est maintenant officiel, le Parti socialiste ira aux élections législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après une consultation faite à la base, 136 coordinations ont répondu présent, dont 117 favorables à la continuité de la coalition. Conformément à ces principes démocratiques, le Parti socialiste a réuni ses instances à la base pour se prononcer sur une question politique majeure. Sur ces 136 coordinations, 117 se sont réunis. Ceux qui ont voté pour que le PS aille en coalition aux prochaines élections législatives de 2017, c'est 16 675 voix, soit 93,67%. Concernant l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, le parti est clair là-dessus. Barthélémy Diaz a le soutien total de ses camarades de parti. Mais concernant sa correspondance pour la levée de son immunité parlementaire, le parti y émet des réserves. Depuis 5 ans, je ne me rappelle pas une fois qu'on ait examiné une demande de levée de l'immunité parlementaire venant de notre camarade Barthélémy Diaz. C'est bien de parler, on peut bien parler dans la presse,
Mais je vous dis, moi je suis membre de la conférence des présidents, nous n'avons jamais enregistré en instance un document relatif à une demande de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. S'il veut la levée de son immunité parlementaire, il n'a qu'à nous envoyer tout de suite la demande et à la prochaine conférence des présidents, nous allons l'examiner. Le Parti socialiste compte continuer ainsi son compagnonnage avec le président de la République Macky Sall. D'ailleurs, le secrétaire du parti, Ousmane Tanor Dieng, est nommé président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les organisations de défense et des droits humains s'intéressent aussi de près au procès du meurtre de Ndiaga Diouf. L'ONG 3D se désole de la tournure qui relate des faits troublants. Quant au secrétaire exécutif de Amnesty International, le contexte dans lequel l'affaire se déroule laisserait croire à une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Ces organisations s'attendent à un procès juste et équitable pour éclairer la lanterne des Sénégalais. El Haj Moussabi pour plus de détails. La politique empesterait l'affaire Barthélémy Diaz si l'on en croit les organisations de défense des droits humains. Le directeur exécutif de l'ONG 3D fait dans le commentaire de principe et relève des faits troublants. C'est troublant que pendant que Barthélémy Diaz filait le parfait amour avec le régime, était en phase avec le régime, il n'était pas inquiété. Mais c'est maintenant qu'il pose des actes qui vont à contre-courant des préoccupations du régime qu'il est inquiété. Et ça, c'est pas seulement Barthélémy Diaz, on l'a vu sur beaucoup de gens. On a vu des gens incriminés qui se sont tapis derrière le régime et qui ne sont pas inquiétés aujourd'hui. Du côté de Amnesty International, l'on tient à lever toute équivoque sur une polémique incluant les organisations de défense des droits humains dans cette affaire. Il y a des gens qui tentent d'accréditer au sein de l'opinion que Amnesty et les organismes de droits humains sont du côté de Barthélémy et que la mort de Ndiaga Diouf ne semble pas les préoccuper. Je crois que cela ne relève pas de la vérité. Quand Ndiaga Diouf est décédé, nous avions été les premiers à exiger que la lumière soit faite. Craignant une instrumentalisation de la justice dans ce procès, ces défenseurs des droits humains affichent leur souhait de voir un jugement juste et équitable. Il faut qu'on laisse la justice travailler en toute indépendance, qu'on n'essaie pas de s'immiscer dans le travail de la justice. Parce que nous savons que malheureusement au Sénégal, le pouvoir exécutif a l'habitude de s'immiscer dans les affaires de la justice. Et dans ce cas précis, il ne faut pas que cela soit. On doit aller dans le sens d'une justice équitable, plus indépendante, plus libre, qui ne dit le droit, rien que le droit, et de sorte que quand elle dit le droit, personne ne trouve à contester. L'édile de Mermoz Sacré-Cœur a renoncé à son poste de secrétaire élu. Il réclame aujourd'hui la levée de son immunité parlementaire pour que son procès puisse se tenir dans les règles de l'art. Le jugement sur l'affaire Ndiaga Diouf impliquant Barthélémy Diaz, qualifié de procès politique par bon nombre de Sénégalais. Certains sont d'avis que la justice débute bien son travail dans ce procès. D'autres prônent un jugement indépendant. Je vous propose de suivre ce Vox Pop réalisé par El Haj Moussabi. Voilà. Barthélémy a demandé la levée de son immunité parlementaire, cela dit tout. Il veut que le procès se tienne, que Dieu l'aide dans ce jugement et que la famille de la victime soit éclaircie. La justice est en train de faire son travail à l'heure actuelle. Pourquoi? Je dis pourquoi? Parce que au moins ils ont dit que Barthélémy Diaz était député. Donc on ne pouvait pas le toucher. Donc au moins, Dieu, le soleil brille. Un de ses collègues députés habitant Guédiawaye avait annoncé sur un plateau d'une télévision de la place qu'il allait saisir la famille de la victime pour poursuivre Barthélémy. Le fait date de 3 mois. De mon point de vue, ce partisan de l'APR est inclus dans cette nouvelle tournure de l'affaire. Comme sama gis-gis ki ko wax waaju ko wax te xam na mbokk député la te nek APR man lima gis man mo soké mbir mi. Remise du rapport général de la commission technique de revue du code électoral ce jeudi au ministre de l'Intérieur. Un rapport qui présente 8 points d'accord sur les 12 préétablis. Le ministre de l'Intérieur en a également profité pour saluer le travail de la commission technique. Les précisions d'Abigail.
Après 45 jours de travaux, la commission technique de revue du code électoral a remis son rapport général au ministre de l'Intérieur. Dans le rapport, les parties prenantes sont tombées d'accord sur 8 points sur les 12 préétablis. Le secrétariat de la commission, assuré par l'administration, a recensé et consigné à travers des synthèses que j'ai tirées après toujours de larges et profondes discussions, 8 points d'accord sur les 12 préalablement arrêtés. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, se dit satisfait des travaux de la commission technique. Ce produit, comme le rappelait sans doute le doyen tout à l'heure, produit du fruit de beaucoup d'efforts et de réflexions intenses et croisées, provient d'acteurs divers, tous spécialistes de la matière électorale. Je veux vous assurer que la procédure appropriée de traitement des conclusions de nos assises en de pareilles circonstances, telle que définie par l'article 9 du Code de conduite qui a encadré les travaux de votre commission, va être enclenchée dans les meilleurs délais afin que nous disposions le plus rapidement possible d'une édition 2016 du Code électoral de manière à renforcer la gouvernance de toutes les activités du processus électoral dans l'apparente transparence et la régularité. Lors de la lecture du rapport, le président de la commission technique a souligné qu'il y a eu un accord sur la refonte partielle du fichier électoral, une déclaration battue en brèche par le représentant de l'opposition, Déthié Fall. Déthié Fall, justement, qui dit soulever quelques incohérences dans le rapport général de la commission technique. Selon lui, la refonte du fichier électoral pose toujours problème. D'ailleurs, l'opposition compte se rassembler le 4 novembre prochain pour dénoncer cette situation, suivant les explications de Déthié Fall au micro de notre reporter. Le ministre de l'Intérieur, très sincèrement, a atteint ses limites objectives et ce qui s'est passé aujourd'hui le prouve à suffisance. Et nous étions sortis le 14 octobre pour manifester, entre autres points, sur ce point-là, le point donc de la transparence des élections. Au lieu d'encadrer cela, vous avez vu ce qui s'est passé, il nous a gazés. Ce que j'avais voulu tout simplement lui dire, et qu'il n'a pas voulu écouter peut-être, c'est qu'ils n'ont qu'à se réapprovisionner en gaz lacrymogène. Parce que nous allons revenir le même vendredi et sur le même itinéraire, lui rappelant que ce que le président de la République, Macky Sall, en son temps candidat, avait refusé, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Il y a une vidéo qui circule sur le net où il disait qu'on ne peut pas empêcher aux Sénégalais de descendre dans la rue pour la bonne et simple raison que le droit de manifester est consacré par la Constitution et que c'est non négociable. Ce droit-là, pour l'opposition aujourd'hui également, est non négociable. Et nous restons toujours dans le chapitre politique avec le docteur Aliou Sow, président donc du mouvement des Patriotes pour le développement. Donc docteur Aliou Sow, au Conseil des collectivités territoriales. Mais je me rappelle que récemment, donc vous avez refusé un poste à l'Assemblée nationale en remplacement à Maître Ousmane Ngom. Et aujourd'hui, vous acceptez de siéger donc au Conseil. Comment cela s'explique? Ces deux choses sont très différentes en vérité, parce que le poste de député, c'est l'aboutissement un peu d'un processus. Au début, en vérité, l'Assemblée nationale en est arrivée à faire un communiqué pour dire qu'en vérité, après Ousmane Ngom et la renonciation des suivants, c'était moi qui devais être installé. Ça montre même à l'étranger. Je n'ai pas voulu me prononcer jusqu'à ce que l'Assemblée nationale prenne une position formelle. Et dans ce cadre-là, entre-temps, le Parti démocratique sénégalais a sorti un communiqué assez discourtois, très violent même, contre certaines autorités en parlant de manipulation et de manœuvres. Cela m'a mis dans la position de faire face, bien entendu, et de dire qu'à la limite, je n'ai rien à faire avec les leçons données ça et là, distillées, mais plutôt qu'on parle du droit.
qu'est-ce que la loi a prévu, qu'est-ce que la Constitution dit, qu'est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit, s'il y a un vide juridique, qu'on aille dans le sens d'améliorer cela. Et je pense que pendant 7 mois, ce poste n'a pas été pourvu, ce qui veut dire que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a une Assemblée nationale incomplète dans sa composition pendant des mois. Et à l'arrivée, bien entendu, avec l'ouverture de la session unique et la dernière de la législature, j'ai été reçu par le président de l'institution parlementaire, le président Moustapha Niasse, à l'issue de nos échanges et tout, ce qui confirmait que nulle personne ne pouvait être installée sans pour autant que je démissionne une fois installé ou bien que je renonce au droit qui m'était offert d'occuper le siège là. Bien entendu, entre-temps, il s'est beaucoup, les hommes en face se sont beaucoup calmés, ce débat était dépassé, on n'en parlait plus. En vérité, je ne convoitais aucune sorte d'intérêt ou de calcul politique. Je ne suis pas dans ce jeu-là. J'ai dit aux gens, la politique n'est pas mon métier, j'ai mes convictions, j'ai un job que j'aime très bien, mais le calme est revenu, tout le monde s'est mis à sa place. J'ai écrit un courrier adressé au chef de l'institution pour en fait renoncer au droit qui m'est offert. Ne même pas chercher à être installé et que le suivant peut être installé en lui souhaitant. Et j'ai invoqué également les raisons pour lesquelles je suis parti, tout en recommandant humblement à l'institution parlementaire de vouloir créer une commission ad hoc à l'effet de détecter l'ensemble des lois qui ont des éléments constitutifs de sources de conflits ou des vides juridiques et chercher à les améliorer. C'est aussi une recommandation citoyenne que j'ai eu à faire à l'institution et je suis parti. Maintenant, le hasard des agendas des institutions de la République a fait que pendant qu'on démarrait en fait la session unique de l'Assemblée nationale, il y a aussi le scrutin du Haut Conseil qui était déjà organisé et le président de la République devait nommer. Le chef de l'État, bien entendu, s'est bien adossé sur ce que la loi a prévu, c'est-à-dire lui, il peut nommer des citoyens sénégalais sur la base de leurs compétences et de leur expertise. Il m'a sollicité en invoquant ces deux éléments, mes compétences dans le secteur et mon expertise. D'autant plus que tout le monde connaît mon parcours dans le domaine, pour avoir été ministre pendant longtemps, mais pendant longtemps aussi ministre de ce secteur-là, député et maire qui a travaillé, même qui travaille dans la Constance actuellement. Je pense que c'était une invitation citoyenne que j'ai beaucoup appréciée. Il m'a sollicité, j'ai accepté et quelque temps après, mon nom figure sur la liste de ce qu'il vient de nommer, ce qui n'est d'autre le résultat de mon accord par rapport à la manifestation de confiance du chef de l'État. Et je l'en remercie tout en lui exprimant toute ma gratitude et mon engagement à servir dignement et patriotiquement cette instance et le peuple sénégalais. D'accord, mais votre désignation ne traduit-elle pas un certain rapprochement avec le pouvoir? Ben, chacun peut l'interpréter en sa manière. Ce que je peux dire, c'est qu'à la base, c'est un chef d'État objectif, soucieux du devenir de la nation, qui considère que tous les citoyens et toutes les citoyennes sont à sa disposition sans pour autant tenir compte des différences ou des divergences de vue politique. Et sur ce plan-là, bien entendu, nous sommes dans le cadre étatique. Maintenant, je suis membre d'un parti politique que je dirige. Le parti que je dirige va apprécier cela. Est-il cohérent de travailler dans une instance aussi importante que la 4e institution du Sénégal sur la base de la confiance du président de la République et non pas d'une élection et continuer à marcher dans la rue pour dénoncer alors qu'on vous donne le cadre de dénonciation ou d'affirmation de vos idées, de vos observations et de vos propositions. L'idée de l'opposition, c'est quoi? C'est de pouvoir améliorer les choses, à défaut les changer en occupant la position des occupants du pouvoir. Par ailleurs, par cela, on peut faire des suggestions, des propositions. L'occasion m'est offerte de dire, de proposer, d'agir dans le sens souhaité par nos convictions, mais également, occasion est offerte également au parti que je dirige de pouvoir également participer de la façon la plus responsable à la gestion du pays conformément à nos orientations idéologiques. Cependant, je pense que la cohérence voudrait bien entendu que l'on en arrive à une situation où l'action sera combinée de façon harmonieuse entre nous et la mouvance présidentielle. Mais cela ne dépend pas de moi, mais je ne vois pas en quoi mes partisans ou ceux avec qui je travaille dans le cadre de la politique, dont l'écrasante majorité n'a jamais été hostile de façon haineuse ou de façon personnalisée à la gestion présidentielle de Macky Sall. D'accord. Mais selon vous, que peut attendre donc le Haut Conseil de deux anciens ministres des collectivités locales, à savoir vous et M. Souti Touré? En vérité, il y a beaucoup d'autres personnalités, et des hommes et des femmes, peut-être moins connus, mais dont l'expertise et la contribution dans le secteur n'en sont pas moins importantes. Mais je pense que même le ministre Souti Touré et moi-même avons eu la chance d'avoir été ministre du secteur, d'avoir été aussi maire dans nos localités respectives et d'avoir été dans des conseils régionaux en même temps. Ce qui fait que d'amont en aval, à tous les niveaux en vérité d'interaction
du développement local, de la décentralisation, on a pu agir de sorte qu'on peut savoir quand même les hauts et les bas et ce qu'il faut faire. Et je pense également, nous devons aussi apporter toute notre expertise, mais également de mettre à contribution notre réseau relationnel, mais également participer à la prévention et à la gestion des conflits éventuels pouvant exister entre l'État et ces démembrements que sont les collectivités locales. Il ne faut pas oublier une chose, une collectivité locale est un démembrement de l'État par définition. Et un élu local est un agent de l'État. Mais parfois, on semble oublier tout cela. En tout cas, je pense que le Sénégal pourra compter sur nous, le chef de l'État pourra compter sur nous, et ça peut-être qu'au-delà de nous deux, c'est l'ensemble de l'institution qui pourra jouer ce rôle-là. Et de toutes les façons, notre contribution sera citoyenne, elle sera patriotique, mais bien entendu, et elle doit aussi pouvoir être politique dans le cadre d'une réussite, d'autant plus que le président de la République a choisi comme socle de sa politique globale la territorialisation des politiques publiques, ce qui veut dire qu'à travers l'acte 3 de la décentralisation, il a montré tout l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Il y a eu des hauts et des bas, il y a des carences, mais il y a aussi des performances. Comment réussir à amoindrir les carences, à trouver une solution alternative à ces carences-là pour que l'acte 3 soit optimal en termes de performance et de résultats positifs? Nous y attellerons et je pense que nous serons écoutés, bien entendu. D'accord. Merci donc à vous, Dr Aliou Sow. Il était l'invité de ce 20h, actuellement donc membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Santé à présent, 17 millions de décès dans le monde, donc causés par les maladies cardiovasculaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les AVC créent plus de pertes que le cancer, le sida ou encore le diabète. À l'occasion de la journée mondiale du cœur, la Seuzecar initie une randonnée pédestre sous le thème « Redynamiser votre vie » afin de mieux sensibiliser les populations sur ces maladies. Des Fatimlo. Au Sénégal, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès des adultes. 24% de la population est hypertendue. L'hypertension est une maladie qui, lorsqu'elle est diagnostiquée tardivement, se manifeste par des complications, parmi lesquelles l'AVC, l'insuffisance cardiaque et rénale. L'hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle aussi le tueur de l'ombre. Beaucoup de gens sont hypertendus sans le savoir. Des fois, l'hypertension est asymptomatique. C'est le médecin qui vous dit que vous êtes hypertendu. Malgré le traitement, cette hypertension peut se compliquer aussi. Peut se compliquer d'AVC, peut se compliquer d'insuffisance cardiaque, peut se compliquer d'insuffisance rénale. Tout au long de notre vie, nous accumulons parfois, sans le savoir, des facteurs de risque cardiovasculaire. Manger sainement, pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, peut aider à les combattre. Une huile végétale est sans cholestérol. Il ne faut pas chauffer. Si tu fais du talalé, l'huile se dégrade et devient produit du cholestérol. On est convaincu qu'il faut manger moins salé, il faut manger moins gras, il faut manger moins sucré. Parce que très souvent aussi on dit, on creuse sa tombe avec ses dents. Ce qui amène la maladie, c'est nous qui l'utilisons. Ainsi, la Seuzecar, Société sénégalaise de cardiologie, a décidé d'axer la célébration de la 16e édition de la Journée mondiale du cœur sur une randonnée pédestre pour mieux sensibiliser la population sur les maladies cardiovasculaires. La Journée mondiale du cœur est une campagne mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, est une campagne mondiale aussi de plaidoyer pour la prise en charge de ces maladies. Le but essentiel de cette campagne est d'avoir une meilleure qualité de vie pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde, pour accroître aussi bien notre longévité, mais aussi notre confort de vie. Le Sénégal est bien outillé pour prendre en charge les maladies cardiovasculaires. Toutefois, le traitement est onéreux et il est à vie. Pour se prémunir, il faudrait avoir une meilleure qualité de vie avec une alimentation saine. La baisse du pouvoir d'achat et des services de consommation de base, une préoccupation majeure de la CSA. La Confédération des syndicats autonomes tient ses assises pour la mise en œuvre d'un programme stratégique de développement. Ibrahim Diouf et compagnie préparent activement les élections de représentativité. Mansour Sow pour plus de détails. Au menu de leur journée de réflexion, l'élaboration d'un programme stratégique de développement. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, fidèle à sa vocation, a tenu à donner sa participation notamment sur le débat, voire l'actualité nationale et internationale. Nous avons dit qu'il faut que l'État
d'une manière continue à baisser les prix des denrées et services de consommation courants. Ces derniers jours, vous avez vu, l'UNACOIS a alerté, il y a beaucoup d'organisations qui ont alerté pour dire qu'on va vers des hausses de prix si l'État ne diminue pas les taxes qui sont posées. Donc la bataille des organisations syndicales, la bataille de la CSA, c'est de se battre et aller dans le sens de cette alerte pour dire au gouvernement trêve d'augmentation de prix, baisse des prix, c'est ça qui nous préoccupe. Il était également question de la situation du secteur informel, principal employeur de jeunes au Sénégal. Les camarades d'Ibrahima Diouf, secrétaire général de la CSA, plaident pour l'unisson des syndicats de l'économie informelle. Nous allons donc travailler à faire une grande fédération des travailleurs de l'économie informelle de la CSA. Et à partir de cette fédération maintenant, les outiller, les donner des formations, les organiser pour aller vers des programmes et des projets de développement qui leur permettront d'être autonomes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de toute forme d'organisation. Pour les deuxièmes élections de représentativité des confédérations prévues dans le dernier trimestre de 2016, la CSA compte mettre les bouchées doubles. La CSA est sortie troisième des dernières élections de 2011. Nous n'attendons pas plus que renforcer cette position et depuis le dernier congrès, donc, on est en train de bien préparer ces joutes. Et la première phase, c'est déjà, durant cette journée, nous allons mettre en place un programme de tournée, mettre en place un comité électoral qui sera chargé de définir les orientations par rapport à ces élections. Ces journées de réflexion font suite au 3e congrès de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Les travaux étaient axés autour du thème « Renforcer la CSA pour mieux promouvoir l'unité syndicale ». Cette rencontre devrait permettre aux membres de cette confédération d'élaborer une feuille de route pour les 5 années à venir. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention. À suivre à 21h, le débat de la rédaction avec Ndeye Aram Touré et ses invités. Très bonne suite des programmes sur la DTV. Au revoir. Dans Coke Studio Africa. Découvrez Serge Beno comme vous ne l'avez jamais vu pendant qu'il en apprend plus sur la saveur nigérienne avec la chanteuse Wachi. Toubaba et Neema Namakula créent de la musique avec le public du studio. Et Toufan et Radio El Wiesel d'Ouganda créent l'un des mashups les plus marquants de la saison.